Donc je vais vous parler de... On va revenir maintenant à la fertilité. Avant que cette dame soit enceinte avec un bébé mal formé, elle a envie d'être enceinte. Donc je vais vous parler de deux concepts qu'on a mis au point avec une collègue, Nathalie Massin, qu'on a déposé et qui sont le Fertiliscan et le check-up fertilité. C'est deux choses différentes, c'est dans deux contextes féminins différents. Le Fertiliscan, qu'est-ce que c'est, pour qui, comment? Fertiliscan, c'est finalement le 3 en 1, ça fait très longtemps que je travaille là-dessus. Et puis, avec la rencontre avec le professeur Massin et puis ma rentrée dans le service, on a pu vraiment le faire de façon systématique. Alors, le bilan d'infertilité old school, comme on dit, c'est-à-dire ce qu'on faisait avant, ce qu'on ne fait plus maintenant chez nous, c'est pour l'ovaire et l'ovulation, on faisait des dosages hormonaux à J3, l'AMH, l'échographie pelvienne, CFA, cycle spontané J12, J14, progestérone à J20. Pour l'utérus et la cavité utérine, on faisait l'écho-pelvienne, l'hystéroscopie, l'hystérosalpingographie. Et pour la perméabilité tubaire, on faisait l'hystérosalpingographie, la cellio avec épreuve au bleu ou la fertiloscopie en fonction des chapelles. Dosage hormonaux à J3, FSH, LH estradiol, AMH ou CFA à J3. Et on évaluait la réserve, bien sûr, mais pas la capacité d'ovulation, sauf si on faisait une progestérone à J20. Et vous savez qu'on a démontré, la littérature l'a fait, je ne vais pas vous montrer tous les articles, mais je pense qu'un certain nombre de vous les ont lus, qu'il y a une bonne corrélation entre les informations du CFA et de l'AMH, donc c'est tout à fait superposable. Et puis, deuxième notion qui nous est venue, c'est aussi qu'à J6 ou J7 ou J8, on dépiste un follicule sélectionné. Donc finalement, faire le compte des follicules au 3e jour, lorsque la femme saigne, qu'elle est affreusement gênée par ses règles, et qu'il faut lui faire une écho de compte de follicules, je trouve que c'est un peu ridicule et pas très respectueux de cette patiente si on a les mêmes informations un peu plus tard. Et un peu plus d'informations, puisque en plus de tout ça, on va avoir l'endomètre qui a commencé à pousser et on aura le follicule dominant. Les explorations de la cavité utérine, le gold standard, c'est l'hystéroscopie, bien sûr, mais c'est vrai que ça nécessite en fait parfois une AG, c'est parfois compliqué, mais c'est vrai que c'est souvent des hystéroscopies diagnostiques qui ne sont pas toujours très bien supportées, dans mon expérience. Et puis, ça n'examine pas du tout l'ensemble du myomètre. On en a parlé déjà 10 fois. Ça examine la chambre, mais ça n'examine pas les murs. C'est peut-être, par contre, le seul examen qui permet de juger de la muqueuse, quoique la biopsie d'endomètre à la pupelle de Cornier, c'est aussi un examen qui nous permet de faire une histologie. L'exploration de la perméabilité tubaire, maintenant, eh bien, c'est quoi? C'était l'hystéro, et c'est toujours dans des tas de centres, l'hystérosalpingographie, qui est un examen de première intention. C'est mal toléré, il y a quelques risques de péritonite dans la littérature, surtout si on ne regarde pas s'il y a un hydrosalpinx au préalable avant en échographie. Donc on découvre l'hydrosalpinx à l'hystérosalpingographie, c'est parfois source de péritonite. Il peut y avoir des AGG allioles et l'irradiation finalement sur un follicule, sur un ovaire qui va faire normalement il va faire un bébé. Je ne sais pas si c'est tout à fait approprié. La célioscopie, c'est le gold standard, mais évidemment c'est invasif. On essaye d'en faire de moins en moins. C'est une anesthésie générale, il y a un coût, c'est quand même assez douloureux pour une jeune femme si on peut s'en passer. Et pourtant je suis de l'école de la célioscopie comme Jean-Philippe. Hyphosie versus hystérosalpingographie. Alors, quels sont les avantages de ce produit qui s'appelle l'hyphosie, l'XM-gel, qui est un méthylcellulose, qui est une mousse? Je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Ensuite, donc l'hyphosie, les avantages, c'est que ça a un faible coût, ça coûte 69 €. C'est rapide, ça dure 5 minutes. C'est très bien toléré, on a des seuils de douleur qui sont peu élevés, c'est pas allergisant du tout et ça permet de visualiser non seulement la morphologie de l'utérus, mais également la fonction tubaire. Il y a 0,1% d'infection dans la littérature. L'hystérosalpingographie, c'est un faible coût aussi, 73 €, c'est tout à fait comparable. Ça permet de voir la morphologie tubaire et la morphologie utérine, mais évidemment pas la morphologie de l'ensemble de l'utérus. On peut faire
l'intérêt, à mon avis, c'est le cathé sélectif, qui n'est pas fait partout. Mais les inconvénients, c'est l'irradiation, c'est l'allergie à l'iode, c'est un plateau technique quand même important que ne peut pas faire un gynécologue, et puis une tolérance parfois mauvaise. Il y a beaucoup de patientes qui ont des souvenirs aigus de leur hystérosalpingographie. Pas toutes, mais un certain nombre. Alors, on avait avant l'ICOSI, qui était en fait un contraste avec de l'eau. C'est une technique qui a été utilisée pendant longtemps, puis maintenant on l'a abandonnée pour l'IFOSI compte tenu des avantages. On a dans la littérature, en 2017, il y a un beau papier de Ludwig qui a montré sur une étude prospective de 132 femmes, donc 132 femmes, ça fait 264 trompes, ce qui est pas mal, c'est comme les seins, hein, ça permet de multiplier par 2 le nombre d'organes examinés. Et chaque femme avait dans son protocole l'ICOSI, puis IFOSI, puis célioscopie. Et vous voyez qu'en fait, il y a un argument très intéressant par rapport à l'IFOSI et son avantage, c'est que lorsque l'IFOSI montre un passage, il y a 100% de trompes perméables. Et ça, c'est très important comme notion. Dans un bilan primaire, bien sûr. Hein. Bilan primaire et binaire, ça passe ou ça passe pas, 100%. La méthode donc, de première intention dans ce bilan d'infertilité, pour nous, c'était donc l'échographie. C'est un seul examen pour une exploration complète, au moindre coût, hein, 70 €, 69 € en France. Un gain de temps pour la patiente, c'est fait par le gynécologue lui-même, par l'échographiste lui-même ou le radiologue spécialisé en infertilité. Et ça convient vraiment à toutes les patientes, avec une fenêtre optimale. C'est la seule restriction entre J6 et J8. C'est pour nous un bilan d'infertilité assez moderne, puisqu'on va explorer de façon systématique et en même temps l'ovaire, l'ovulation, l'utérus, la cavité, les trompes et leur perméabilité, et bien sûr, on fera un dépistage de l'endométriose. Donc on est en même temps dans une exploration anatomique assez complète pour un examen de base primaire et une exploration fonctionnelle. Donc, ce Fertiliscan va associer une échographie 3D par voie vaginale, de façon à avoir la coupe frontale et de l'utérus en particulier, à une hystérosonographie qui va nous permettre de remplacer dans de multiples cas l'hystéroscopie diagnostique. Et dans la foulée de l'hystérosonographie, on pratiquera l'IFOSI, c'est-à-dire la perméabilité tubaire. C'est-à-dire que avec cette IFOSI, on va faire une exploration anatomique, la réserve ovarienne, on va commencer par là, l'accessibilité des ovaires, important en PMA, l'utérus, le col, la présence de fibromes, on s'occupera du langage FIGO, on regardera la forme de la cavité utérine en 3D, donc on parlera échereux et malformation, et puis on éliminera un hydrosalpinx et on fera une recherche d'endométriose. Cette exploration anatomique est couplée à une exploration donc fonctionnelle, maturation folliculaire, et là on est dans la maturation fine, J7, J8, on va pouvoir compter déjà et voir le follicule dominant. La maturation endométriale, là aussi fine, on va pouvoir voir s'il y a déjà un endomètre de quelques millimètres, et puis aussi on pourra visualiser le col avec le mucus cervical. L'hystérosono va nous permettre de voir les anomalies de la cavité, et le test de perméabilité tubaire, c'est aussi une exploration fonctionnelle. C'est un test complet qui est accessible. Le matériel est simple. Vous avez vu hier, on a fait des démonstrations live en sono avec un spéculum de Collin, jamais un Cusco, hein, puisqu'il faut pouvoir sortir le spéculum sans désinsérer le cathé et la seringue, une petite dosette de sérum physiologique, une seringue de 20 ml, un cathéter type transfert. La seule prescription, c'est l'XM Gel, qui coûte 60 balles en pharmacie pour le prix le plus bas. Et c'est malheureusement pour l'instant pas remboursé par la Sécu. Nous avons un dossier depuis 18 mois qui a été fait, approuvé par la Haute Autorité de Santé. On a déjà gagné l'agrément de la Haute Autorité de Santé, maintenant c'est coincé à la Sécurité sociale. C'est une question de mois. Et puis bien sûr un échographe et une sonde endovaginale 3D de haute résolution, parce qu'il faut qu'on fasse du travail correct. Donc ça se fait en 6 temps. On installe la patiente sur une table gynéco bien sûr, comme vous avez vu hier,
Et puis, on insère la sonde vaginale, on explore les annexes et le péritoine, on fait très attention. S'il y a un hydrosalpinx, ça va être une contre-indication pour nous à injecter, non pas la sonographie, mais à injecter l'hyphosie. On retire la sonde, on prépare notre seringue, on met en place le spéculum, on insère le cathéter, on fait une insertion de la sonde et on instille le sérum Phi. Ça va nous permettre d'avoir une exploration de la cavité utérine. Ensuite, si on en a mis un peu trop et qu'il n'y a pas de fuite, on va réaspirer ce liquide de façon à ce que l'hyphosie ne soit pas mélangée à la flotte. Donc on réaspire le sérum Phi et on va injecter, on laisse le cathé en place, on va injecter tranquillement l'XM gel et on réalise la perméabilité tubaire qui n'est pas faite sous pression mais sous une infusion. On infuse le produit, il va monter tout seul et on va pouvoir simplement donc, vider la seringue très tranquillement en regardant le produit passer. Ça dure 20 à, je dirais, 30 minutes dans les cas où la dame est un petit peu intimidée, un petit peu craintive. Je prends beaucoup de temps et en 30 minutes, on a fait l'examen, on la rassure, on lui fait un peu de respiration, d'hypnose, et ça marche très bien. L'exploration ovarienne, eh bien, on va coupler donc tout de suite l'échographie anatomique au fonctionnel. On va rechercher des localisations de kyste ou d'endométriose, bien sûr. On va faire la réserve ovarienne, c'est important, et on va évaluer le fonctionnement ovarien. Ça, vous voyez, c'est un ovaire multifolliculaire. Ne prononcez jamais, si je vous en prie, le terme d'ovaire polykystique. On reverra ça à Tanger le 11 octobre à l'école E3F, mais vraiment, c'est des termes qu'il ne faut pas prononcer. Pourquoi ? Parce que l'ovaire polykystique, c'est identité clinique, biologique et échographique. Donc là, on est devant un ovaire multifolliculaire. Après, on s'arrangera avec la biologie le machin pour expliquer à la patiente qu'elle a un ovaire polykystique. Mais pour l'instant, on parle d'ovaire multifolliculaire. Là, c'est une réserve ovarienne relativement pauvre. Vous voyez, il y a 6 ou 7 follicules, pas plus. C'est pas extraordinaire comme réserve. Donc là aussi, on va avoir une réserve dans les mots qu'on va employer pendant l'échographie, bien sûr, puisque le tout sera ensuite revu en consultation. Et on pourra discuter autrement qu'avec une femme qui a une sonde dans le vagin. On va évidemment coupler ça à l'exploration utérine et du col. Donc on va bien regarder la forme, la taille de l'utérus et de la cavité, donc la coupe coronale qu'on a vue sans cesse depuis 2 jours. Et on va rechercher tout ce qui pourrait retentir sur la fertilité, l'adénomiose, les fibromes, qu'il faudra confier aux chirurgiens s'ils sont de type 0, 1 ou 2, et toutes les structures de polypes, etc. L'exploration utérine et cervicale, bien sûr, on va évaluer le mucus cervical. Il y en a ou il n'y en a pas, c'est simple, c'est binaire aussi, au 6e, 7e, 8e jour. Et bien sûr, la muqueuse, on regardera déjà si elle pousse. Avoir l'hystérosono facile, je crois que c'est très important. Vous avez vu, dès qu'il y a une anomalie de l'écomédian hyperéchogène, c'est-à-dire de la structure qui apparaît toujours ici, hein, là c'est en début de cycle, là en phase folliculaire, là en phase lutéale, il y a toujours cet écomédian hyperéchogène qui s'habille d'un endomètre de plus en plus blanc. Mais en tout cas, s'il y a une rupture, s'il y a un aspect sinueux de cet écomédian, eh bien, ça peut être une synéchie, ça peut être un polype, etc. Donc là, on fait immédiatement une hystérosono. Ça prend 2 minutes. Alors ça, vous avez vu toutes ces images. Je repasse très vite. Ça, c'est l'hystérosono. On l'a vu tout à l'heure, on ne va pas perdre de temps. L'exploration tubaire, bien sûr. On va coupler l'exploration anatomique et fonctionnelle. S'il y a un hydrosalpinx, on s'abstient et on change de braquet au niveau de notre examen. On va s'arrêter là, on ne fera pas la vérification de la perméabilité tubaire. Et s'il n'y a pas d'hydrosalpinx, on passera donc à l'XM gel. Donc l'XM gel, c'est une mousse. Voilà, donc vous voyez, c'est 2 tubes. L'XM gel, il y a de l'eau ici, puis on va mélanger, on va faire une émulsion comme une vinaigrette, et puis on va mettre la sonde et injecter tout simplement ce produit de façon extrêmement douce. Le produit va se répartir et on n'aura pas
un épanchement péritonéal extraordinaire. Je vais vous montrer les images de ce qui se passe dans le pelvis. On ne peut pas comparer ce qu'on voit en hysterosalpingo à ce qu'on voit en hyphosie. C'est un autre concept. Voilà, ici on utilise un Helio 4, donc c'est le cathéter qu'on utilise en réimplantation. Celui-là, c'est le dernier né avec l'espèce de boule QS que j'ai mis au bout. Là, on a fait fabriquer ce petit bouchon qui n'est pas du tout traumatique. Pas du tout traumatique. On le pousse avec ce petit machin dans les cas de béance du col. On l'utilise rarement, une fois sur 50 à peu près. Le reste, on n'a pas besoin du bouchon, mais vous voyez, on le met comme ceci et il fait pas mal celui-là. Voilà, j'en avais marre des petits bouchons qui font mal. Donc c'est un petit bouchon qui est vraiment très très souple. Et puis ça va permettre donc de mettre le cathéter au fond. Pour l'hystérosono, on ne le met pas tout à fait au fond parce que ça peut piquer le fond utérin, donc ça fait mal. Pour l'hyphosie, sous contrôle de l'échographie, puisqu'on a déjà fait l'hystérosono, on va le mettre le plus au fond possible pour pouvoir le diriger vers les trompes. Oui, il est échogène. Ouais. Ouais, on le voit bien. Ouais. On le voit très bien. Il est tout petit et il va bien. C'est le cathéter de réimplantation. Et là, on a des checkpoints. Donc, on est en train de définir pour le publier de façon à ce que tous les collègues en profitent. C'est la portion interstitielle. Donc, on l'a appelé left one ou right one. Puis après, vous avez la portion 2, c'est-à-dire quand ça commence à couler dans la trompe. Et puis, le troisième point, le checkpoint, c'est quand il arrive au niveau de la partie distale. Et puis après, c'est la vidange dans la loge ovarienne. Alors voilà, le film est un tout petit peu... il a été un peu... Je ne sais pas, il est pas beau alors qu'il était très beau au départ, mais c'est le passage dans Keynote. Mais ça ne fait rien, on le voit très bien. Vous voyez ici le passage, donc c'est très fin. Il faut y aller tout doucement. Il faut savoir suivre ce petit point, malgré vous voyez, les anses qui sont très échogènes. Il faut savoir le suivre. Et puis regardez ici ce qu'on a appelé le petit toupet de diffusion, qui est, vous allez voir, la diffusion. Là, on revient, on repart. Vous voyez, on fait des allers-retours et on va visualiser cette petite diffusion ici, qui est très discrète. Et cette diffusion-là, c'est le passage dans la loge ovarienne. Et puis vous allez voir ensuite ici des petits paquets, des petits paquets de ce produit qui vont se déposer dans la loge ovarienne et un peu partout en périphérie. On va faire la même chose de l'autre côté. Et donc c'est un examen dynamique qui est assez lent, qui n'est pas douloureux. On discute avec la patiente tranquillement et on lui montre ce qui se passe sur l'écran qu'elle a en face d'elle dans le service. Et puis voilà, vous avez le passage qui se fait. Et là, vous voyez, on voit tous ces grumeaux comme ça qui diffusent, vous voyez, tous ces grumeaux qui diffusent dans le péritone. Voilà. Comment ? Oh bah je sais pas. En 15-20 minutes, il n'y en a plus. Hein. C'est de la cellulose, c'est du savon. Hein. C'est du savon avec de l'air, donc... Non, il n'y a vraiment pas de problème. La dame, elle part avec. Hein. Voilà d'autres injections. Voilà, vous voyez, de temps en temps, ça a du mal à passer la portion interstitielle parce que ça spasme. Donc, on attend. Vous voyez, il y a des anses intestinales ici, mais ça ne nous gêne pas. On continue à suivre ce petit point, là, brillant. Et puis, on va le voir. Vous voyez, le toupet de diffusion, il est là. Et ça y est, c'est passé. Donc, ça a pris 3 minutes. Hein, on est en temps réel. Donc, conclusion, en fait, on a 6 points à cocher sur le truc. Réserve ovarienne, cavité utérine, perméabilité tubaire, endométriose, maturation et description, évidemment, des anomalies. Alors, quand est-ce qu'on fait ce fertiliscan ? On le fait J6, J8, je vous ai dit, pour avoir de l'endomètre, pour avoir un follicule dominant, pour avoir de la glaire et pour avoir plus les règles. Donc la patiente n'a plus mal quand on lui met la sonde vaginale. Et puis voilà. Alors la stratégie d'exploration tubaire, c'est il
il faut comprendre que c'est vraiment d'une première intention. Hein. Après, on peut, évidemment, on décide, on discute en staff de ce qu'on fait d'une patiente chez qui une trompe ne passe pas, les 2 trompes ne passent pas, etc. Ce n'était pas le but du topo, là. Donc, les 2 trompes sont perméables, on arrête. Si 1 ou 2 trompes sont imperméables, s'il n'y a pas d'antécédent, si on ne comprend pas pourquoi il y a une trompe qui n'est pas perméable, on arrête et on reconvoque la patiente. Il n'y a pas d'irradiation, il n'y a pas eu de douleur, elles reviennent toutes. Toutes celles qui ont été convoquées, il y en a très peu, mais celles qu'on reconvoque le mois d'après ou quelques jours après, eh bien, on leur refait, on reprend le dossier, il n'y a pas eu de chlamydie, il n'y a pas eu de machin, c'est un spasme tubaire, on la reprend, on peut la reprendre puisque c'est pas dangereux. On fait un deuxième essai sur le cycle suivant. Les 2 trompes sont de nouveau perméables, on est tranquille, elle est contente aussi. Et puis, il y a 1 ou 2 trompes imperméables, on fait une cellio ou une fécondation in vitro d'emblée. Voilà. Donc, ça, c'est l'organigramme de notre arrivée de couple infertile. Vous voyez, on fait le fertiliscan d'un côté, le spermogramme, la spermoculture de monsieur dans la pièce aussi d'à côté. Comme ça, on ne perd pas de temps, tout est fait. Et vous voyez le final orange en bas. Hein. Il y a une maturation folliculaire endométriale anormale. C'est là qu'on va faire le bilan hormonal à J3. Il y a une hystéro anormale. C'est là qu'on va faire l'hystéroscopie opératoire. Il y a un hyphosie anormale. On va faire la célioscopie. Il y a une recherche d'endométriose. On va faire une IRM pelvienne. Ou une fécondation in vitro d'emblée si le tableau est bien trop évident et que ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Je vous remercie. Maintenant, je vais parler de cette deuxième posture qu'on a prise, de ce deuxième volet. Il y en a pour 5 minutes. C'est le check-up de la fertilité. Donc, c'est une idée qui nous est venue. Que, voilà, je voulais que les femmes seules puissent venir et profiter d'un test de check-up fertilité. Pourquoi ? Parce qu'en France, on a de plus en plus de femmes qui mènent une carrière, qui ne font pas leurs enfants tout de suite, qui n'ont pas de compagnon, ou qui ont un compagnon, mais ce n'est pas avec celui-là qu'elles veulent faire les enfants. Donc on a des tas de cas où les patientes ont besoin d'une démarche personnelle et individuelle. On a eu des demandes, on s'est dit, bon, on va leur offrir un check-up. Donc on en a parlé au directeur de l'hôpital, on a mis ça au point, et on a maintenant une consultation de check-up, une consultation dédiée où elles sont vues depuis, donc on a commencé en 2017 et on peut commencer à publier les résultats, et elles sont vues seules. Elles n'ont pas besoin d'avoir leur compagnon avec elles, surtout quand elles n'en ont pas, et ça nous permet de leur donner, disons, une perspective de fertilité. Donc on a développé ce test. Et il est accessible à toutes les patientes. On va en parler aussi d'ailleurs à Tanger. J'espère qu'il y a ici des collègues qui voudront reprendre un peu le flambeau du check-up au Maroc. Donc ça comprend un questionnaire sur tablette. Ça nous évite de faire ce questionnaire. Il y a une centaine de questions. Et pendant qu'on leur demande de venir 20 minutes avant, elles ont une tablette iPad, hein, pas Samsung. Hein. Donc elles ont une tablette et elles répondent à des questions qui ont bien été mises au point par l'ingénieur informatique de l'hôpital. Et ensuite, elles ont un fertiliscan que je fais. Et ensuite, elles ont un entretien libre qui est orienté fertilité avec une gynéco-endocrinologue. Donc cette application dédiée, bien sûr, c'est une application qu'on diffusera quand les collègues accepteront de participer donc à cette expérience dans leur cabinet, dans leur clinique, quel que soit le pays. Évidemment, elle va renseigner sur ses données démographiques, son hygiène de vie, ses antécédents personnels. Très important, l'hygiène de vie en PMA, hein, ses caractéristiques gynéco, etc., sa motivation pour l'examen. Et puis le fertiliscan, vous avez vu en 6 points, je ne reviens pas là-dessus, je le fais donc pendant les 20 minutes qui suivent, et ensuite elles rentrent dans le bureau de Nathalie Massin, et là elles ont une discussion tranquille entre 2 femmes sur
Alors, comment s'est passée l'échographie, etc. Puis après, on va lire avec vous ensemble ce que vous avez dit sur vos facteurs de risque d'infertilité. On lui donne des conseils d'hygiène, etc. Et puis, on regarde un peu son projet de maternité, s'il est sérieux, s'il est futur, s'il est ancien, etc. Et on l'oriente, bien sûr. On ne se quitte pas comme ça sur un malentendu. On va s'orienter sur une consultation en AMP, si c'est important, une cryoconservation, parce que c'est là aussi très important dans certains cas. Ça évite beaucoup de problèmes 5 ans après, ou alors un don en Espagne, à Barcelone. Donc on a fait ce test pour toutes les femmes qui sont en âge de procréer, qui ont un projet de maternité immédiat ou non. Il n'y a pas de perte de temps, c'est-à-dire que on le fait, voilà, elles cliquent, elles prennent rendez-vous et on leur fait ce test. En fait, c'est une aide à la planification d'une grossesse dans une carrière, c'est sûr. Et puis, c'est accessible à une femme seule, et c'est ce qu'on voulait, quelle que soit même son orientation sexuelle ou son attente d'avoir trouvé un partenaire. Donc, c'est vraiment un test de prévention et dépistage de la fertilité. Donc on optimise en fait les chances d'obtenir le nombre d'enfants souhaités. On regarde sa capacité actuelle, pas, on ne fait pas un pronostic, ce n'est pas une boule de cristal, sur son ovulation, son utérus et ses trompes. Et on regarde sa situation dans les statistiques, et c'est ça qui est très important. On va lui montrer, on a préparé un cahier, qui est un cahier accessible donc, dans les centres qui font le check-up. On a préparé toute une méthodologie très scolaire, où on va lui montrer des tableaux, pour lui montrer où elle se situe, cette patiente, à un instant T, dans sa vie sexuelle par rapport à la population donnée. Alors, les informations à la patiente, je vais passer très vite, on va lui expliquer que l'âge est très important sur la qualité des ovules et elles ne sont pas toujours conscientes. Voilà un tableau qu'on leur montre en premier, donc pendant cet entretien. C'est le premier tableau du petit livre qu'on a fait là-dessus. Et on leur dit, voilà, vous voyez, le vaillant, il a compté 8 follicules. Vous avez 32 ans, ben vous êtes au 10e percentile du nombre de follicules. Voilà, vous êtes au 10e percentile. Donc ça lui donne quelque chose d'objectif, vous voyez, ça lui donne quelque chose de très pratique, de concret. Et puis, on va répondre à ces questions qui sont quelles sont mes chances de grossesse selon mon âge. Ben là, c'est pareil. Vous voyez, on va lui montrer ce tableau qui va montrer qu'à 40 ans, ben à 40 ans, elle a beaucoup moins de chances. Elle a 6% de chances d'être enceinte. Donc, il faudrait qu'elle se grouille, quoi. Et si elle ne peut pas se grouiller, ben, on va faire de la cryoconservation. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Des fois, elle nous demande aussi l'âge maximum à laquelle la femme doit débuter un projet bébé. On lui demande le nombre d'enfants qu'elle désire. Et vous voyez qu'en fait, on a dissocié les chances de réussir avec l'AMP et sans l'AMP. Et vous voyez qu'effectivement, pour avoir 3 enfants et 90% de chances d'avoir un enfant, il faut commencer tôt. Il faut commencer à 23 ans ou à 28 ans sans AMP. Et puis, si vous voulez avoir un enfant à ses chances avec l'AMP ou sans AMP ne varie pas trop pour avoir un enfant entre 41 et 32 et 41 ans par exemple. Sans AMP, avec AMP, on est à peu près dans le même pourcentage. 35 ans avec AMP, on est à 90% encore de chances d'avoir un seul enfant, mais c'est un projet bébé important, ça. Et puis à 32 ans, effectivement, l'âge évidemment est plus jeune pour les patientes qui ont la possibilité, la chance de pouvoir le faire spontanément. Alors évidemment, on voulait savoir à qui on avait affaire dans la population. Donc les 175 patientes qui sont déjà passées en check-up, on a 500 et quelques demandes qu'on n'a pas eu le temps encore de satisfaire. Mais pour les 175 premières, voilà vous voyez les questions. Je souhaite savoir si je suis fertile, c'est ce qui arrive dans plus de 75% des cas. Je veux optimiser mes chances de grossesse, etc. Vous voyez, c'est vraiment une démarche personnelle. Vous voyez, j'envisage de faire des traitements à l'étranger. C'est mon partenaire qui me l'a demandé. Il y a quasiment pas de, c'est pas du tout une démarche du partenaire, etc. Voilà. Donc
terminer avec un tout petit peu de pages de pub. On a une école qui s'appelle l'école 3D. C'est le samedi à Créteil. Il y a des sessions en 2020, en janvier, 29 janvier, 28 mars et 10 et 16 mai. C'est extrêmement convivial. On prend 15 personnes. On travaille toute la journée et on fait 15 patientes. Et puis, on a monté cette année un diplôme universitaire donc d'exploration d'échographie de la fertilité, de la physiologie, la pathologie et la thérapeutique. C'est un truc là aussi très convivial. On ne veut pas faire les DU à 300 personnes. On a sélectionné 30 étudiants sur toutes les demandes qu'on a eues et on va le faire à l'anglo-saxonne. On va déjeuner avec eux, on va faire des stages très pratiques, on va faire du simulateur, etc. On veut entourer ces étudiants-là et pas simplement leur faire des cours à la va-vite et puis un examen en fin d'année où ils seront surpris d'être collés parce qu'ils ne savent rien à la pratique. Voilà. Avez-vous des questions sur cet aspect de mes activités parafétales? Je voudrais savoir si tu as l'expérience de l'exploration de la perméabilité tubaire avec de l'air. Oui, on l'a fait il y a très longtemps. Du sérum et de l'air, il paraît oui. que ça donne d'excellents résultats. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce produit dont tu parles? Oui, alors Jean-Philippe se souvient de ce on le faisait quand on était interne et on balançait du gaz carbonique. Alors la patiente était allongée comme ça et le patron me disait le vaillant envoyait le gaz. Alors j'envoyais le gaz, il avait son stéthoscope, il faisait ça passe. Et là, elle faisait comme ça. Et après, il faisait ça passe aussi à droite. Il enlevait son stéthoscope, il partait. Et je me retrouvais tout seul avec une dame comme ça. Alors ça, c'était la première épopée. La deuxième. Ah non, mais il y avait un enregistreur. Oui, il y avait un enregistreur, un sismographe quasiment. Hein. La deuxième expérience que j'ai, alors je suis très embêté par ce test à l'air et je le fais, j'en ai pas parlé là-dedans, on le fait quand on est dans le Fertiliscan pour améliorer le score de passage, enfin, pour améliorer les réponses qu'on peut donner à la patiente. C'est-à-dire qu'en fait, on injecte de l'air, ça fait pas mal du tout, 20 millilitres d'air. Mélangé à du sérum, je crois. Hein, c'est ce que fait Philippe Gentil, c'est ce qu'il m'a dit. Du sérum et de l'air, oui. il y a une seringue, voilà. Alors, les deux. Je suis ouais, voilà. Et ça, alors, le problème, c'est de l'icosie. Hein. Ce que tu es en train de dire, c'était l'icosie. C'est pour ça qu'on l'a abandonné, parce qu'on a un moins bon pourcentage de réussite. Avec l'icosie, ça marche beaucoup mieux. Mais le problème que connaissent d'ailleurs tous les radiologues, c'est les artefacts Doppler. C'est-à-dire que on s'est amusé. Donc, moi, c'est vrai que quand ça se passe un petit peu dans le pavillon, je pousse un peu d'air et ça passe. Tu as tout de suite du Doppler au test à l'air. Mais si tu mets ta petite... Alors, on prend la plus petite fenêtre possible de Doppler, mais si tu la mets n'importe où dans l'image, ça passe. Ça passe. Parce que à partir du moment où tu balances de l'air... quelque part dans l'utérus, dans la cavité, eh bien, tu peux te mettre sur l'intestin, bah, tu vas avoir une réaction couleur. Donc je pense que c'est totalement pas spécifique et que c'est vraiment un piège parce que ça peut même détruire la méthode si on se retrouve avec des tests à l'air positifs et des trompes bouchées. Donc il faut vraiment éviter ce genre de produit et il faut infuser, puisqu'on a maintenant la possibilité d'avoir des produits extrêmement modernes qui passent très bien et qui infusent très bien sans pression. Je pense que c'est tellement mieux d'injecter ces produits-là qui sont très précis, quoi, plutôt que de rester à l'ancienne. Enfin, c'est mon avis. Hein. C'est mon avis. Mais regarde, amuse-toi. Lui, c'est hyper efficace, qu'il en fait plusieurs par semaine, il en fait plein, il ne fait que ça. Qui ça ? Philippe Gentil. Mais oui, mais tu sais, il y a des gens qui continuent à rouler en 4L et qui sont très contents pour aller faire leur marché en 2 chevaux. Hein. Non, mais je ne critique pas. Mais je pense, si tu veux, que quand on a la chance d'avoir des produits très nouveaux, qui sont beaucoup plus précis, beaucoup plus spécifiques, pourquoi continuer
Tu vois, ça me fait penser au mec qui me disait Le Vaillant, pourquoi vous faites un diamètre bipariétal? Moi, avec ma hauteur utérine, je sais combien il fait, le bébé, quoi. Et c'est vrai, c'est pareil. Il faut évoluer avec son temps, avec les produits. Moi, j'ai été apprendre à Louvain il y a 8 ans, 7-8 ans. Voilà, les gens de Louvain, Timmerman, etc., ils ont évolué avec les produits, comme on a évolué avec les échographes, comme on a évolué avec tout ça. Et je te dis, je me suis très honnêtement penché là-dessus parce que je me suis dit, ça va me rendre service l'air, puisque je vais pousser l'hyphosie qui n'arrive pas à passer avec l'air. Et puis finalement, je me suis aperçu qu'on avait des artefacts terribles. Mais essaye, tu vas voir. Alors après, tu ne sais pas s'il faut se mettre à 0,6, 0,8 kg, 1,2 kHz, tu ne sais pas à quelle sensibilité il faut se mettre. Donc c'est du bricolage. Non, je crois vraiment c'est tellement simple d'acheter une ampoule. Enfin, bon, c'est mon avis. Hein. J'aime bien être gentil. Hein. Est-ce que l'éphosie nous renseigne un peu sur la mobilité des trompes par rapport à l'hystérosalpingographie? Non, mais c'est binaire. C'est binaire. Ce que nous voulons savoir en PMA, c'est si ça passe ou si ça passe pas. C'est comme les radiologues qui font de l'infertilité. Ils veulent savoir si les trompes passent, c'est tout. C'est tout. Demande à Nicolas Perrault, à Yvardin, à des gens comme ça. Eux, ils te disent ça passe ou ça passe pas. Qui a un angle droit pour le spermatozoïde? Jean-Philippe. S'il y a un angle droit et s'il y a une chicane, lui, le spermatozoïde, il passera. Hein. C'est une vieille histoire entre nous, parce qu'en fait, il y a une collègue qui nous expliquait que le spermatozoïde allait s'exploser la tronche sur la trompe qui était raide. Non, je pense que c'est du débat ancien, mais c'est vrai que nos maîtres nous ont appris à regarder des hysterosalpingographies à la loupe, avec les plis tubaires, les machins, les trucs, tous les bidules. Oui, enfin nous, on a envie de savoir si elle passe ou elle passe pas la trompe. Si elle passe pas, on la passe en PMA, en FIV. On n'est plus en plus au temps de la plastitubaire. Hein. Jean-Philippe et moi, on en a chié au bloc opératoire à faire des plastis pendant des heures avec les lunettes. On ressemblait à des crapauds et voilà, c'est fini ça, malheureusement. Non, quand même, ça faisait vachement bien. Hein. Oui, ça faisait bien. Ça faisait vachement chirurgien. Ça faisait riche. Hein. Non, mais c'est fini tout ça. Monsieur Le Vaillant, s'il oui, vous plaît. Je vous en prie. C'est par là, à gauche. Ah, salut. Je sais pas où est à gauche. C'est ma droite. Oui, c'est à droite en plus. À droite, oui. Il y a deux aspects qui me gênent un petit peu dans cette façon d'aborder la fertilité. Ouais. Vous passez complètement de l'hystéroscopie, alors qu'il nous permet quand même de voir la muqueuse endométriale et de voir certains aspects inflammatoires de façon diffuse, focalisée, qui témoignent d'infections qu'on ne peut pas voir autrement ou difficilement autrement. Premier point. Deuxième point, l'hystérosalpingographie a quand même l'avantage d'avoir une iconographie qu'on voit, que plusieurs personnes peuvent voir, et qui nous permet, en fonction de ce qu'on voit justement sur les clichés, de poser ou pas une indication opératoire de cystoscopie ou de passer directement à la PMA, à la FIV en particulier. Mais je comprends ils vont encore me le mettre de mauvaise humeur. Hein. Non, mais je comprends pas la deuxième partie de la question. La deuxième partie, c'est quand on a une imagerie. Ça passe pas, on peut faire une cellule, oui, je comprends pas, mais. Non, justement, ce qu'on voit sur les images nous disent ça vaut le coup de faire une cystoscopie ou pas. Mais pourquoi faire? Pour voir s'il y a lieu de réparer, de proposer une réparation. Mais ça se fait plus, ça. Mais on répare pas. Ça n'existe plus, ça. Ça existe encore. Les plastitubaires. Mais dans les occlusions distales des trompes, dans les adhésiolyses, tout ça. C'est FIV. Mais c'est fini, ça. On fait plus de GU. On passe en PMA direct. On passe directement en PMA. Quand les trompes sont pourries avec des adhérences partout, on passe en PMA. Vous n'avez pas du tout de forme d'hydrosalpinx que vous réparez. Non, les hydrosalpinx, on les enlève. On les répare pas, on les enlève. C'est pas encore. Rappelez-vous quand même. On les enlève, les hydrosalpinx. Toute cette période, effectivement, où, comme le rappelait mon vieux camarade Jean-Marc, on faisait des interventions. Je veux dire, c'était sympa parce que assez vite derrière, on refait une réintervention pour GU. On était donc contents. C'était plutôt bénéfique. Non, mais donc, franchement, voilà, c'est fini. S'il y a une trompe avec un hydrosalpinx, ça nous gêne.
on va pas l'opérer, on va l'enlever pour passer en PMA direct. On va pas attendre 6 mois ou 1 an. D'indication de plastitubère. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Ça n'existe plus. Elle est pourrie, la trompe à l'intérieur, de toute façon. Pas toutes les trompes, justement. Ben, pas toutes les C'est trompes, pas encore, mais... c'est pas encore fini. Il y a encore les cas du SEGO, il y a encore une communication d'Oxalaièche. Et la première partie, alors là je peux répondre de façon beaucoup plus nuancée, bien sûr, et on est d'accord, l'hystéroscopie a encore beaucoup de place. Mais je te parlais là le fertiliscan, c'est un bilan primaire. Et dans le bilan primaire, on a supprimé de façon systématique, cette façon systématique de faire des hystéroscopies, effectivement. Et pourquoi pas regarder l'endomètre au microscope, ce qui est quand même pas mal quand je sais pas, si tu es dans un tableau infectieux, et dans ce cas-là, tu fais une biopsie d'endomètre pour voir s'il n'y a pas une endométrite aiguë ou subaiguë chronique, comme on disait dans le temps. Mais l'hystéroscopie systématique diagnostique, effectivement, on l'a supprimé de ce bilan. Mais on a toujours, et bien entendu à Créteil par exemple, ou à Bicêtre, on a toujours des consultations d'hystéroscopie qui marchent à fond, hein. Mais pas dans ce cadre-là. Voilà.